Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, parce que les violences subies par les femmes sont le résultat de rapports sociaux historiquement inégaux entre les sexes, et c'est bien en fonction du sexe que les femmes et les filles subissent des violences, et non pas en fonction d'un ressenti quelconque. Notre déclaration compte déjà plus de 38 000 signataires à travers le monde provenant de 160 pays. C'est un chiffre qui augmente de 200 signatures par semaine et nous vous invitons à signer à votre tour notre déclaration si ce n'est déjà fait. Notre déclaration, elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 1 réaffirme les droits des femmes basés sur le sexe et l'article 9 réaffirme le besoin de protection des droits de l'enfant. Alors, je vais laisser la parole à Marino qui va vous présenter notre invitée. Bonsoir, bonsoir à toutes. Alors, Corinne Guyonnet est psychologue clinicienne et thérapeute en santé sexuelle. Elle a fait un DU santé sexuelle et droits humains à Paris. Elle a travaillé dans le secteur de la psychiatrie au sein du CIDFF de Haute-Seine auprès des victimes de violences conjugales et sexuelles. Puis, elle a travaillé dans 7 ans, dans une maison de l'adolescence et en cabinet libéral. Aujourd'hui, elle a intégré l'aide sociale à l'enfance et elle revient sur son parcours et son expérience auprès des jeunes adolescents qu'elle a accompagnés et très précisément sur la question de l'accompagnement psychologique des jeunes en questionnement identitaire. Donc, je vais lui laisser la parole et bien évidemment, comme à chaque fois, vous pouvez poser des questions dans le chat et nous y répondrons lorsque Corinne aura terminé cette présentation qui va bien évidemment vous passionner. Alors à toi, Corinne. Merci. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, j'ai préparé en fait cette intervention un petit peu sous forme d'une formation devant le désarroi et la difficulté de mes collègues psychologues face à une augmentation des demandes de transition. Du coup, je vais vous partager mon écran. J'ai préparé un diaporama. Donc, je vais commencer par donner des petits rappels concernant la clinique de l'adolescence. C'est quoi être un ou une ado? La différence entre sexe et genre, de quoi parle-t-on? La demande de transition, est-ce un fait social ou une quête individuelle? Le cadre de travail au regard des droits des enfants? Le positionnement des institutions et du contexte politico-sociétal? La position du ou de la psychologue au regard de la demande du ou de la jeune? Et quelle est la posture professionnelle, les enjeux de l'accompagnement et des pistes, notamment à travers des vignettes cliniques de mon expérience, que ce soit au cabinet libéral ou à la maison de l'adolescence, l'accompagnement des parents et de la fratrie, les échecs, des supports et des outils et les ressources. Alors, pour commencer, l'adolescence, c'est une période de transformation sur 4 plans. Hein, c'est vraiment une transformation physique, morphologique, hormonale, cérébrale, une transformation intellectuelle, négociation, découverte, capacité de réflexion abstraite, une transformation de l'identité, perte d'anciens repères, deuil de son statut d'enfant, questionnement existentiel, qui suis-je, où vais-je, etc. Les angoisses, c'est une période extrêmement anxiogène. Les transformations relationnelles, avec une mise à distance de la famille, l'importance du groupe, les amitiés, les premiers amours, les premiers émois. Et puis, ces transformations sont intenses, elles sont rapides, elles sont obligatoires et indispensables. Tout ado est engagé dans ce processus de transformation. Voilà, l'adolescence, c'est une période aussi de transition, on va dire. Les bouleversements, le vécu du corps qui se sexualise
peut être vécu douloureusement, ça peut être compliqué. C'est une période de transition qui demande du temps. Le temps de la construction, le temps des identifications, le temps des questionnements, le temps des expériences, le temps des attachements, des détachements également. Les jeunes interrogent leur manière d'être au monde, parfois d'une manière radicale en agissant sur leur corps et leur sexualité génitale naissante. Ils interrogent les codes, les règles sociétales, dans leur quête identitaire d'autonomie et de besoin d'affirmation de soi. Chaque jeune a une réalité singulière et un propre parcours subjectif. C'est une période de grande vulnérabilité, de mal-être, d'angoisse. Et ce processus va commencer vers les 11 ans et va se dérouler jusqu'à peu près 25 ans. Le traitement de l'adolescence, c'est le temps, nous dit Winnicott. Alors, une petite précision concernant le sexe et le genre, de quoi parle-t-on? Le sexe, il y a une matérialité du sexe biologique. Le sexe est inscrit dans toutes nos cellules de notre corps. Soit on est XX, soit on est XY. Il est binaire, mâle ou femelle. Le sexe est observé à la naissance. Il n'est pas assigné, il est observé, il est observable. Sauf dans un cas particulier que je vous citerai tout à l'heure. Il y a une réalité matérielle qui s'ancre dans 5 critères. L'appareil génital, clitoris, vulve chez la fille, pénis, scrotum chez le garçon, les gonades, ovaires chez les filles, testicules chez les garçons, les gamètes, ovules chez les filles, spermatozoïdes chez les garçons, les hormones, œstrogène et progestérone, et testostérone chez les garçons, et puis les chromosomes, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors que le genre, c'est basé sur des représentations. Voilà, quelle représentation on se fait des femmes et des hommes? C'est basé sur le ressenti, c'est l'image que l'individu se fait de lui-même, c'est basé sur les stéréotypes, et c'est un moyen d'oppression de la classe des femmes. Faire du genre le sexe, c'est brouiller quelque part les repères pour tous les enfants, les repères identitaires et les repères de filiation. Et il y a un triomphe absolu de la volonté sur la nature qui rejoint quelque part le transhumanisme, se libérer de la mort. Alors, le cas particulier d'une indétermination sexuelle, c'est l'intersexualité, qui est liée à une anomalie génétique, chromosomique, anatomique, gonadique ou hormonale, et qui vient confirmer la binarité du sexe biologique. Par exemple, le déficit en 5-alpha-réductase, c'est la seule situation, le seul cas où on assigne un sexe à la naissance, puisque les testicules ne sont pas descendus. Il y a un micro-pénis voilà, il est difficile en tout cas de déterminer le sexe de l'enfant, mais c'est un enfant qui aura une puberté masculine et qui deviendra un homme, en fait. Hein. Donc, il n'y aura pas d'incidence sur de problème de santé particulier. Il faut savoir qu'environ un bébé sur 2000 naît intersexe en France, c'est 0,05%. Et voilà, j'ai mis un lien qui est sur les mutilations des personnes intersexes qu'on peut retrouver sur sena.fr, où voilà, on demande de ne plus faire d'intervention chirurgicale chez les nouveau-nés qui seraient intersexes. Le philosophe Jean-François Bronstein, lui, voilà, parle de pourquoi refuser ce corps. C'est peut-être refuser, il parle de refuser de grandir, peut-être refuser d'engendrer et de refuser d'entrer dans l'ordre des générations. Et le mantra qu'on entend actuellement, je suis ce que je dis que je suis. Et il faudrait suivre ce mantra. Céline Masson et Caroline Eliachev proposent à l'adolescence plutôt les termes d'angoisse de sexuation pubertaire, pour nommer la détresse pubertaire chez les filles notamment. Elles invitent à ne plus parler de dysphorie de genre, terminologie imposée par l'idéologie transgenre, car c'est déjà encourager la transition, alors que l'angoisse de sexuation pubertaire, c'est quelque part une étape un peu, ça normalise cette difficulté à l'adolescence. Il y a le concept aussi de dysphorie de genre à apparition rapide, parce que la dysphorie était quelque chose d'extrêmement rare, qui était plutôt observé chez les garçons. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation, mais vraiment exponentielle des demandes de transition, et d'où le terme dysphorie de genre à apparition rapide,
qui serait causée par l'influence des pairs, la contagion sociale. Ce n'est pas un diagnostic de santé mentale valide, officiel et formel, en raison d'un manque d'assises scientifiques du concept, mais qui fait rentrer certainement d'autres analyses, peut-être plus sociologiques, anthropologiques. Alors, dans quel contexte sociétal et collectif vivons-nous? Alors déjà, on vit dans un monde où les réseaux sociaux ont beaucoup de place, avec notamment lors du Covid, les jeunes ont été beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils ont un rôle d'amplificateur. Il y a un phénomène d'emprise sectaire qu'on verra également après. Quel est le rôle des associations telles que le planning familial, le rôle de l'institution scolaire, avec l'entrisme de l'éducation nationale? Je parlerai de la circulaire Blanquer, la réaffirmation et l'encouragement à l'autodétermination. Quel est le positionnement politique en France? Quel est le positionnement de la haute autorité de santé? Et puis, dans quelle société vit-on? Dans cette société pornifiée et hypersexualisée pour les filles et pour les femmes. Le rôle des réseaux sociaux. Voilà, il y a un rôle d'amplificateur, il y a un phénomène de contagion, et ça vise surtout les jeunes vulnérables et fragilisés. Il y a une injonction à incarner les stéréotypes, donc ça a plutôt tendance à renforcer les stéréotypes de genre. Caroline Eliachev et Céline Masson parlent dans leur livre « La fabrique de l'enfant transgenre » des phénomènes d'emprise sectaire. Et on peut remarquer que on est très très souvent dans l'emprise sectaire. Donc ça fait appel à un sentiment d'appartenance fort à une nouvelle communauté, c'est le cas. Le recrutement se fait via les réseaux sociaux et Internet pour les jeunes vulnérables et fragiles. Il y a une novlangue, donc des mots très spécialisés, on change, il y a toujours des nouveaux mots, des lexiques. Le planning familial a fait par exemple un lexique, le lexique trans, où certains partis politiques ont fait l'ABC queer par exemple. Il y a une tendance à isoler les jeunes au niveau social et familial, une croyance que la transition, ça va régler leurs problèmes, ça va régler leurs angoisses et ils iront mieux. Il y a un déni de la biologie, de la réalité matérielle du sexe. Elle vise l'affirmation, l'autodétermination, la victimisation, c'est un groupe qui se victimise et les autres seraient transphobes. Il y a une pression sur la famille par la menace suicidaire qui vise la culpabilisation des parents dans le but d'obtenir leur adhésion. S'ils ne suivent pas leurs enfants dans leur demande de transition, eh bien, il y a l'épée de Damoclès qui serait le suicide, alors que le suicide est souvent post-transition. J'y reviendrai. Une allégeance au groupe, à la communauté, par les blessures et les mutilations sur le corps qui sont valorisées dans les réseaux sociaux. Un lobbying très important à tout niveau de la société. Et puis des profits de l'industrie transgenre, de la pharmacie, de tout ce qui est l'industrie pharmaceutique, puisque ça donne des personnes qui vont être médicalisées à vie. Voilà, le livre de Caroline Eliachev et Céline Masson, que je vous recommande et qui est tout à fait passionnant. Comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire? Alors, quel est le rôle des associations telles que le planning familial? Donc là, il y a une propagande sous forme d'affiches ou de vidéos visant la transaffirmation. Le planning familial semble s'éloigner de ses missions premières. Il banalise la transidentité et la rend acceptable, voire désirable aux yeux des jeunes. D'ailleurs, donc voilà, ils ont fait un lexique trans et quelque part, ils mentent aux jeunes notamment cette vidéo sur les bloqueurs de puberté. Ils ont voilà, si tu te poses des questions, eh bien, prends des bloqueurs de puberté et puis prends le temps et voilà, tu vas prendre le temps de réfléchir. Alors qu'on sait très bien que les bloqueurs de puberté vont avoir des conséquences extrêmement graves sur le développement de l'enfant, au niveau de son développement cérébral, de développement de son squelette, etc. Ça donnera des jeunes. En fait, quand on rate le train de la puberté, eh bien, on ne rattrape pas. Il y a une disparition des femmes et des lesbiennes, et notamment du mot femme. On peut, par exemple, dans le communiqué de presse du planning familial de Lille, où le mot femme est complètement disparaît du langage, et un renforcement, bien sûr, des stéréotypes et des rôles sociaux de genre. Je vous ai mis la petite affiche là voilà, sur cette affiche qui a fait beaucoup parler.
au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Alors qu'on sait très bien que voilà, il n'y a que les femmes qui peuvent être enceintes. C'est que c'est une femme, hein. Quant à l'institution scolaire, donc il y a un entrisme de l'éducation nationale, notamment avec la circulaire Blanquer, qui recommande au personnel de l'éducation nationale de valoriser le nom choisi par les élèves transgenres plutôt que leur prénom à l'état civil. Ils autorisent l'élève à utiliser les toilettes, les vestiaires, conformes au genre choisi. Alors, dans les lycées dans lesquels je suis intervenue, par exemple, pour des séances de prévention à la santé sexuelle, des infirmières me disaient, ben, dans leur établissement, ils essaient de rencontrer les parents et puis pas forcément donner tout de suite, voilà, changer le prénom tout de suite dès que le jeune le souhaite. Par contre, il y a d'autres établissements où les jeunes peuvent changer de prénom sans que les parents soient du tout avertis ou sollicités ou quoi que ce soit. L'institution scolaire réaffirme et encourage du coup l'autodétermination. Elle déroge à la norme de neutralité des services publics. Elle s'approprie des valeurs qui lui sont extérieures, modèle de morale libérale, favorise l'individualisme plutôt que l'émancipation des individus. Elle assimile les enfants à des adultes libres et responsables qui seraient tout à fait éclairés pour choisir ce qu'ils souhaitent être. Et en décembre 2023, le Conseil d'État a rejeté les requêtes des associations SOS Éducation et Juristes pour l'enfance et a validé la circulaire Blanquer. Quel est le positionnement de l'État français et de la Haute Autorité de Santé? Donc l'HAS travaille à l'élaboration des premières recommandations sur le parcours de transition sur une saisine du ministère chargé de la Santé. Donc, on n'a toujours pas de recommandations de la Haute Autorité de Santé. On les attend. Donc, il y a quelques éléments qui peuvent nous inquiéter tout de même, puisque la Haute Autorité de Santé a refusé de communiquer son panel d'experts et d'expertes. Et l'association Juristes pour l'enfance a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier enjoint la Haute Autorité de Santé de communiquer la liste des noms des participants et des participantes au groupe de travail parcours de transition des personnes transgenres. Et une experte a démissionné du groupe de travail, jugeant que la composition de celui-ci était trop partiale. Donc, il y a un petit peu des éléments d'inquiétude. Et puis, en mai 2024, des sénateurs et sénatrices ont adopté une proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre. Au niveau des droits des enfants, quelques petits rappels. L'article 222.9 du Code pénal, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende, notamment si ce sont des mineurs de 15 ans ou des personnes vulnérables. Sachant qu'en France, les mastectomies, par exemple, sont autorisées dès l'âge de 14 ans. En fait, il n'y a pas de règle en France. Il n'y a aucun cadre, aucune règle. Donc, à la limite, tout est possible. L'article 375 du Code civil, un enfant est en danger dès lors que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis. Et l'article 32 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être défendu. Eh bien, il y a beaucoup à faire là. Toujours les droits des enfants, les droits de l'enfant à être protégé, droit de l'enfant à l'intégrité physique, psychologique, les droits de l'enfant à vivre sans violence, les droits fondamentaux priment sur les droits des personnes transgenres. C'est contraire à l'éthique de soumettre des enfants et des jeunes à des traitements hormonaux et chirurgicaux. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Ne pas nuire aux enfants relève d'un interdit fondamental. Les droits des enfants sont fragilisés par l'idéologie transidentitaire et ces droits ne sont pas respectés. Un enfant ne peut pas donner son consentement, il ne peut être ni libre ni éclairé. Et j'entendais encore, pour revenir à sur cette diapositive, j'entendais cette semaine sur France Culture un psychologue qui disait que pour les dysphories de genre, très très tôt,
il faudrait donner des bloqueurs de puberté. Je trouve ça très grave, extrêmement grave. On vit également dans un environnement pornifié. On sait que c'est une crise, la pornographie est une crise de santé publique la plus majeure de l'ère du numérique, puisque en un clic, même les enfants, parfois très jeunes, ont accès à de la pornographie, sachant que la pornographie, c'est de la pornoprostitution, c'est du viol filmé, c'est de la violence sexuelle filmée, qui est massive, qui est banalisée, comme si c'était cool. Il faut savoir que 136 milliards de vidéos pornographiques sont consommées par an dans le monde. C'est une vraie catastrophe. Et ça va conditionner les comportements, par mimétisme notamment, et c'est une vraie école de la haine des filles et des femmes, puisque dans la pornographie, les piliers de la pornographie, c'est la destruction, l'aliénation. Donc cet environnement pornifié infiltre toute la société. Même si on n'a pas regardé de pornographie, ça va quand même infuser dans la société, et notamment les femmes, le corps des femmes qui sera hyper sexualisé. La pornoprostitution exploite les thèmes de l'humiliation, de l'aliénation des femmes, du viol, de la violence et de la torture. Elle vise à conditionner les femmes et les filles avec des attendus sociaux auxquels elles doivent se conformer. Elle édicte des règles de soumission, d'aliénation et renforce les rapports d'appropriation des hommes sur les femmes et les filles. Donc il va être plutôt compliqué, notamment à l'adolescence, de prendre du recul, de se protéger de cette pornographie. On vit également dans un environnement extrêmement homophobe et gynophobe. Malgré l'accession au mariage pour tous, au couple de même sexe en 2013, l'homophobie reste très, très prégnante dans la société, et notamment dans les collèges et les lycées. Il y a beaucoup, beaucoup d'homophobie, dans les collèges notamment. Alors, il y a un amalgame qui est fait entre homophobie et transphobie, alors que ce n'est pas du tout la même chose. L'homosexualité, c'est une orientation sexuelle, et on ne choisit pas son orientation sexuelle, alors que la transidentité, voilà, c'est de soi à soi. Ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Et il y a une loi quand même dangereuse, la loi du 31 janvier 2022, cette loi contre les thérapies de conversion qui encourage les thérapies de transition sur des bases idéologiques. Donc, comme il y a un amalgame entre homophobie et transphobie, donc heureusement qu'on a, voilà, on fait plus de thérapie de conversion concernant l'homosexualité. Ça n'empêche qu'on peut être, notamment par rapport à l'idéologie transgenre, on peut rester, on peut encore réfléchir, peut-être être critique et se poser des questions. On vit également dans une société patriarcale, inégalitaire, violente contre les filles et les femmes, avec un continuum des violences sexistes et sexuelles. Alors, juste un petit exemple, en France, un enfant victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes et une femme victime de violences sexuelles toutes les 7 minutes en France. Alors, quelle a été l'évolution de la terminologie en psychiatrie et dans la santé? Donc, en 1980, il y a eu l'introduction du concept de transsexualisme dans la catégorie troubles de l'identité sexuelle. Ça, c'était le DSM-3. Mais à l'époque, ça touchait exclusivement des garçons, notamment les petits garçons qui avaient entre 3 et 4 ans. C'était très rarissime, 1 sur 10 000 environ, et ça disparaissait, enfin, souvent, très souvent, les choses rentraient dans l'ordre en grandissant, avec l'entrée dans l'âge adulte. En 2015, en France, il y a l'introduction du concept de dysphorie de genre dans le DSM-5, qui est nommé comme un inconfort ou détresse lié à une incongruence entre l'identité de genre d'un individu et le sexe attribué à la naissance, comme si le sexe était attribué. Mais non, il est observé. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a supprimé le trouble de l'identité de genre de son manuel officiel de diagnostic. Mais pourtant, donc toujours depuis février 2010, les personnes en transition bénéficient d'une ALD, affection longue durée, qui leur permet une prise en charge à 100%. C'est l'ALD 31, et il faut avoir le diagnostic transidentité, et c'est renouvelé autant de fois que nécessaire. Donc, ce remboursement à 100% concerne les traitements hormonaux, les rendez-vous chez l'endocrinologue, chez le kiné, les soins infirmiers, les prises de sang, les opérations, vaginoplastie, phalloplastie,
etc. Réduction de la voix, épilation. Voilà, tout est remboursé à 100% pour les personnes dont le diagnostic est transidentité. Alors, qui consulte en fait? On s'aperçoit, en tout cas, moi je me suis aperçue dans ma consultation, qu'il y avait une explosion des demandes concernant les filles. Alors, il y a une explosion des demandes de transition chez les jeunes. Par exemple, au CHU de Nantes, actuellement, il y a 18 mois d'attente pour une consultation et 2 ans et demi pour une vaginoplastie, par exemple. Mais les filles représentent 75% des demandes. Les 3 quarts sont des filles, 1 quart sont des garçons. Et Marie-Jo Bonnet, dans son livre que je vous présente sur cette diapositive, Quand les filles deviennent des garçons, de 2023, elle parle de féminicide social, une disparition des filles, des femmes, du féminin au profit des hommes, du masculin. Donc, cette explosion des demandes des filles de vouloir transitionner devrait nous inquiéter, devrait inquiéter toute la société. Et comme le dit Abigail Shrier dans son livre Dommages irréversibles, elle parle des filles qui fuient la féminité comme une maison en feu. Et la demande de transition est transversale dans la société. Hein, ça concerne, qu'on habite en ville, à la campagne, dans les milieux aisés ou pauvres. Alors, quelle est la posture professionnelle en tant que psychologue? Cette posture professionnelle, elle est compliquée, elle est difficile, car elle est peut-être perçue comme transphobe à partir du moment où on vient réfléchir et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sous ces demandes de transition. D'abord, les psychologues travaillent dans un état de droit. Et il est difficile de se positionner lorsque l'état de droit est défaillant, puisqu'il y a une absence de recommandation de la Haute Autorité de Santé. En l'état actuel de l'absence de règles claires, tout acte psychothérapeutique exploratoire, qui cherche à comprendre, à accompagner, et non transaffirmatif, pourrait être taxé de thérapie de conversion. Donc, cette idéologie met en danger nos libertés fondamentales, notre démocratie et notre éthique. D'ailleurs, il y a des psychologues qui s'installent avec le titre de psychologue affirmatif positif, alors que le psychologue doit proposer un travail subjectif, un travail élaboratif. Alors, toujours sur la posture professionnelle, c'est un travail d'équilibriste. Questionner le jeune ou la jeune sans heurter, ça demande beaucoup d'adaptation, ça demande de congruence avec l'adolescent ou l'adolescente par rapport à son âge, son milieu, son environnement, ses défenses. Déjà se poser la question, a-t-il ou a-t-elle commencé une transition? Est-elle seulement sociale? Est-elle hormonale? Chirurgicale? Les échanges avec ce jeune ou cette jeune sont-ils plus ou moins fluides? Quel est le degré de rigidité mentale? D'emprise sectaire? Donc en fait, la posture professionnelle est d'amener le ou la jeune à se questionner, tout en donnant de l'information. Voilà, c'est important de mettre les choses à l'endroit, de dire la vérité aux jeunes, de ne pas leur mentir. Alors, comment nommer ce jeune ou cette jeune? Alors, si c'est possible, utiliser le prénom de naissance, mais ce n'est pas toujours possible. Moi, dans certaines situations, je ne le connaissais pas. Donc, du coup, j'avais pas le choix que de nommer ce jeune ou cette jeune par le prénom choisi. Il s'agit d'accueillir la souffrance parce que c'est des jeunes qui sont en détresse, qui sont dans une très grande souffrance, reconnaître cette souffrance et accueillir le symptôme parce que c'est un symptôme qui cache bien d'autres choses. Le symptôme de dysphorie de genre ou d'angoisse de sexuation pubertaire est comme un nouveau mode d'expression de la détresse, comme fut l'anorexie à une époque. Ça nécessite un accueil bienveillant, empathique, d'avoir une approche globale, non centrée sur le symptôme. La transidentité est le symptôme qui est mis en avant, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Faire preuve de patience, beaucoup, beaucoup de patience, parce que lorsqu'on est face à une conviction, à une croyance, on est dans la sphère idéologique et qu'un jeune ou une jeune est sous emprise, ça peut être extrêmement compliqué de dénouer tout ça et d'arriver à une alliance thérapeutique qui permette un vrai travail thérapeutique, un vrai travail avec le jeune ou la jeune. Les enjeux de l'accompagnement psychologique. Alors moi, la méthode que j'utilise, c'est la méthode exploratoire, où je questionne sur quel est le degré de mobilisation psychique, quels sont les leviers de compréhension
Quelles sont les défenses? Quelles sont les représentations pour ce jeune ou cette jeune? Qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce qu'être une femme? Interroger les stéréotypes. Qu'est-ce qui est conforme? Qu'est-ce qui est non conforme selon elle ou selon eux? Quelles sont les problématiques sous-jacentes au questionnement identitaire ou à la demande de transition? Comment se situe-t-il ou se situe-t-elle vis-à-vis des autres, des pairs, des adultes? Quel est son rapport à la féminité? Quel est son rapport à la masculinité? Comment est-il ou est-elle en lien avec les autres? Comment se situe-t-il ou se situe-t-elle vis-à-vis des normes, des codes? Et c'est un mouvement de révolte. Et c'est la croyance d'être subversif ou subversive. On sait que la transition, notamment dans les collèges, elle est valorisée, hein, elle est héroïsée, hein, c'est des héros. C'est une façon aussi d'être populaire, de devenir populaire, alors que être homosexuel, c'est beaucoup plus compliqué à assumer. Quels sont les enjeux liés à la sexualité génitale, à l'orientation sexuelle? Y a-t-il des troubles psychopathologiques associés? L'autisme, la psychose? Y a-t-il des psychotraumas liés au harcèlement, aux violences sexuelles? La demande de transition est-elle une conséquence post-traumatique? Quelles sont ses vulnérabilités psychiques, émotionnelles? A-t-il ou a-t-elle des idées suicidaires, des symptômes dépressifs, des troubles des conduites alimentaires? Donc c'est important d'offrir à ces jeunes un espace de parole sécure et sans jugement. On n'est pas là pour juger, certainement pas. On est là vraiment pour les entendre, les accompagner, pour les aider à mettre des mots, sur ce qu'ils ou elles ressentent, favoriser l'introspection à travers le langage, aider à élaborer, à appréhender son monde intérieur, accueillir les questionnements, accueillir les angoisses, explorer ce que recouvre la demande de transition. Où en est-il ou en est-elle dans ses questionnements sur sa position sexuée, dans son rapport à l'autre? Comment se sent-il ou se sent-elle dans le regard sexualisé de l'autre? Et puis, l'aider à se sentir mieux, le mieux possible, à se réconcilier avec son corps sexué, à accepter la réalité biologique de son sexe, l'accompagner vers la compréhension de soi, à accepter son orientation sexuelle en tant que lesbienne, gay ou bi, ou sa façon d'être au monde, s'aimer en tant qu'homme, féminin ou femme masculine, qu'on appelle aussi les butch, déconstruire les stéréotypes et la notion de genre qui cloisonne et enferme. Alors, sous les demandes de transition, il y a différentes problématiques. Je vais les illustrer avec des situations cliniques que j'ai rencontrées dans ma pratique. Il y a par exemple les bouleversements liés au processus adolescent. Clara, 13 ans, se questionne sur son identité sexuée et envisage de devenir un garçon. Après quelques séances, nous avons mis à jour des questionnements liés à la puberté et à son orientation sexuelle. Elle s'accepte mieux comme elle est, avec son style non conforme aux stéréotypes dits féminins. Et quelques temps après notre suivi, après quelques séances, elle va être convoquée par l'institution scolaire pour acter le changement social de changement de prénom. Et en fait, elle répondra, ce n'est plus le sujet. Donc voilà, ça c'est les situations les plus faciles dans le sens où les choses sont prises à temps. Elle a très très vite compris qu'il y avait d'autres choses à travailler. Ça peut être le rejet de sa féminité ou de sa masculinité, surtout de sa féminité. C'est très compliqué. On l'a vu dans un environnement pornifié, gynophobe, de s'accepter en tant que fille, d'accepter de devenir une femme. Donc fuir les discriminations en tant que fille, fuir les violences sexuelles, fuir son développement pubertaire, échapper à l'hypersexualisation des filles. Alors j'ai rencontré Mia, 18 ans, adoptée d'origine asiatique. Elle est actuellement en terminale et elle veut transitionner socialement à l'état civil avant l'entrée à l'université. Elle a changé de look, elle a coupé ses cheveux. D'ailleurs, en salle d'attente, je la prends pour un garçon et découvre lors de l'entretien qu'elle est une fille. Et à ma question, qu'est-ce qui est difficile dans le fait d'être une fille? Elle me répond, les violences sexuelles. Elle n'a pas été victime elle-même de violences sexuelles, mais voilà, d'entendre que les filles, les femmes sont potentiellement victimes, l'effraie, et elle veut échapper en fait elle ne veut pas devenir une proie ni une victime. Elle a conscience qu'elle cherche à être du côté des forts, de ceux qui dominent, afin de ne pas devenir une proie.
Elle ne souhaite pas aller plus loin dans la transition, elle a très peu de poitrine et son clitoris la satisfait pleinement. Donc, elle se sent satisfaite et fière quand on l'appelle monsieur, par contre. Une autre, toujours le rejet de sa féminité ou de sa masculinité. Là, c'est par rapport au rejet de la masculinité, du rapport de domination et d'appropriation des hommes sur les femmes. Donc, je rencontre Samy, 14 ans. Il se présente accompagné de sa maman. Il a les cheveux longs, des boucles d'oreilles, du vernis sur les ongles. Et depuis l'âge de 6 ans, il aimerait devenir une fille. Et il me dit, je veux changer de sexe. Je ne me sens pas bien avec mon sexe. Je déteste les hommes. C'est des gros... Ils se sentent supérieurs aux femmes. Tout est de leur faute. Les guerres. On est en danger constamment avec les hommes. Ils ont rendez-vous chez un endocrinologue et Samy insiste pour être sous œstrogène le plus rapidement possible. Il ne souhaite pas de suivi psychologique. Je ne le verrai qu'une seule fois. Mais je en profiterai pour donner un maximum d'informations aux jeunes et à sa maman. Et j'ai bien senti que la maman, voilà, elle avait bien l'intention de freiner la demande de transition de son fils pour le protéger au maximum. Une autre problématique, c'est l'orientation sexuelle, le rejet de son orientation sexuelle, avec une homophobie intériorisée. Devenir l'autre sexe permettrait de rester dans l'hétéronormativité et de fuir son orientation en tant que lesbienne ou gay. Donc en fait, parce qu'il y a beaucoup d'homophobie dans les établissements scolaires, et c'est beaucoup plus valorisant et on est un héros quand on a des soutiens quand on veut se transitionner. Par contre, quand on est homosexuel, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je rencontre Sacha, 14 ans, c'est une fille. Elle est victime d'insultes et de harcèlement homophobe au collège. Elle dit se sentir plus garçon que fille. Elle a changé de prénom. D'ailleurs, je ne connais pas son prénom de naissance. Elle a une orientation lesbienne. Pour elle, être lesbienne, c'est subir la violence homophobe. Elle veut fuir son orientation sexuelle et les violences sexistes et sexuelles. Et elle veut poursuivre sa transition vers une mastectomie et prendre de la testostérone. Et elle mettra fin au suivi après que ses amis lui aient indiqué une psychologue transaffirmative. Parce qu'entre eux, les jeunes se parlent et puis ils se disent, voilà, va voir tel professionnel parce que tel professionnel va aller dans ton sens. Donc, c'est pas simple. Échapper à la psychiatrie, la société, les médias, la médecine donnent l'illusion que tout est possible. Être trans pour échapper à la psychiatrie, hein, puisque la transidentité est valorisée, alors que la psychiatrie est stigmatisée. Ce serait une recherche de réponse à son mal-être et au sentiment d'être différent ou différente. Et les jeunes trouvent, via les médias et les réseaux sociaux, des réponses toutes faites à leur mal-être. Donc, il y a vraiment une croyance que de transitionner, ça va être la solution miracle à leur mal-être. Donc là, je rencontre Fanny, 17 ans. C'est une fille. Elle est en terminale, elle vient en consultation accompagnée de sa mère. Elle veut devenir un garçon et demande à sa mère de la genrer au masculin. Elle est très immature. D'ailleurs, la mère s'inquiète de l'avenir de sa fille qui devra s'orienter et qu'elle ne semble pas apte à une autonomie d'étudiante. La mère évoque d'ailleurs des troubles de la sphère autistique, mais Fanny n'a pas été diagnostiquée et la mère ne se sent pas entendue. Fanny a le sentiment de perdre le contrôle. Quant au changement pubertaire, cette perte de contrôle est insupportable pour elle. Elle se focalise sur cette problématique et s'y accroche. Changer de sexe réglera son mal-être et son sentiment d'être différente. Donc l'accompagnement va s'avérer très difficile du fait de la rigidité cognitive de cette jeune et un accompagnement sera proposé à la mère. Je dirais que le gros du panier dans les demandes de transition, c'est les psychotraumatismes liés aux violences sexuelles. Beaucoup de jeunes en demande de transition ont subi des violences sexuelles dans l'enfance ou à l'adolescence. Ça fait partie des troubles du stress post-traumatique avec un processus de dissociation et de décorporalisation. C'est le même processus qui est à l'œuvre dans la prostitution. En fait, c'est une manière de continuer. Les jeunes qui ont vécu des violences sexuelles vont être dans l'autodestruction et porter atteinte à son corps via des mutilations, voire des amputations. Eh bien, c'est une façon de continuer l'autodestruction, de continuer l'œuvre de l'agresseur. C'est souvent des jeunes qui sont en état de dissociation et qui vont se couper en fait de
de leurs sensations, de leurs émotions et qui vont refuser ce corps sexué. Donc, je rencontre Ellie, 20 ans, elle est fille. Elle a eu un suivi psychologique au centre pour adolescents et adolescentes en souffrance de ses 16 ans jusqu'à ses 18 ans. Elle en ressort avec une transition. Elle s'injecte elle-même des piqûres de testostérone, remboursées intégralement par la sécurité sociale depuis 2 ans. Donc, lorsque je la rencontre, Ellie, elle se présente avec un bouc, elle a des cheveux très courts, d'ailleurs, elle a une calvitie naissante, et elle a un look qui cherche à coller aux stéréotypes masculins. Et puis, au cours de des entretiens, elle va m'évoquer son mal-être. Et pour moi, tous les signaux sont présents concernant de probables psychotraumas. Du coup, je vais lui expliquer la fabrique des psychotraumas et très, très vite, elle va faire le lien. Elle aura, d'ailleurs, elle sera en position, tenir sa poitrine comme ça pendant que je lui explique les psychotraumas et c'est quelque chose qui a été terrible pour elle, de tout d'un coup faire des liens entre, les violences sexuelles qu'elle a pu vivre quand elle avait 16 ans et l'atteinte à son corps qu'elle peut s'infliger, actuellement. D'ailleurs, elle s'étonne que ce lien n'a jamais été fait plus tôt et qu'aucun professionnel ne l'ait mis sur cette voie. Donc, elle aura une prise de conscience extrêmement douloureuse et un travail sur les psychotraumas s'ensuivra. Et du coup, elle se questionne beaucoup si elle va poursuivre ou non l'hormonothérapie. Sachant que la prise de testostérone, là, on peut dire qu'il y a déjà plus de retour en arrière concernant le changement de la voix et concernant la pilosité. Ça, c'est des choses qu'elle va garder toute sa vie, de toute façon, même si elle revient en arrière, qu'elle arrête la testostérone. Les problématiques peuvent se superposer. Ça peut être des psychotraumas liés à des violences sexuelles, avec un rejet de son orientation sexuelle, une fuite de son identité sexuée. Alors, j'ai par exemple rencontré Jordi, 17 ans, qui est un garçon. Il est placé suite à des révélations de violences sexuelles subies par son beau-père quand il était enfant. Il est homosexuel. Il a un côté féminin, enfin, côté maniéré, qui colle aux stéréotypes féminins. Il aime les accessoires dits féminins et il est régulièrement victime de moqueries et de harcèlement homophobe. Il a des comportements autodestructeurs sur son propre corps. La souffrance est insupportable avec des conséquences graves sur sa santé mentale et sur le risque suicidaire reste élevé. Il tente d'échapper à sa souffrance en demandant une transition de genre, mais les éducateurs et les éducatrices tentent de résister à sa demande incessante. Un travail sur les psychotraumatismes est plus que nécessaire et une hospitalisation, parce que là, vraiment, il se mettait vraiment beaucoup, beaucoup en danger. Donc là, une hospitalisation a été demandée. Les parents, la famille, la fratrie sont en souffrance, en détresse, dans l'incompréhension et l'impuissance. Ils se sentent souvent dans une impasse parce que, en plus, poussés par les médecins, les médias, les pressions sociales, ils sont poussés à accepter la transition de leur enfant. Tout les pousse à laisser faire et à accepter les revendications d'autodétermination de leur enfant. La peur du suicide, brandie comme une épée de Damoclès, s'ils résistent et ne se résignent pas, alors qu'on sait que le suicide, c'est souvent post-transition. J'aimerais d'ailleurs vous faire part d'une amie qui il y a à peu près 2 semaines de ça, m'a contactée. Elle était très affectée par le décès d'une jeune fille qui avait l'âge de sa fille, de sa propre fille, qu'elle a connue dans le scoutisme, qu'elle a suivie dans le scoutisme et qui s'est suicidée. Donc, cette jeune avait transitionné socialement et elle avait subi une opération au mois de juillet. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas plus de détails, mais en tout cas, c'était post-opération chirurgicale. Terrible. Voilà, c'est important aussi pour les parents, la famille, la fratrie, de leur offrir un espace différencié, de pouvoir les accompagner, accueillir leurs questionnements, leurs inquiétudes, pouvoir leur donner aussi des éléments de réalité, les informer, nommer les choses, donner les mots justes. Par exemple, on ne naît pas dans le mauvais corps, hein. Le sexe, il est observé à la naissance, il n'est pas assigné à la naissance, etc. Valoriser leur devoir de protection tout en maintenant le lien avec leur enfant. C'est également pour ces familles un travail d'équilibriste, pas que pour la psychologue que je suis ou les psychologues.
Il y a parfois des échecs, notamment quand les copains ou copines sont suivis par un ou une psychologue transaffirmative qui ne questionne pas la demande de transition et au contraire la renforce. On sait que, par exemple, certains jeunes vont voir des professionnels et en un rendez-vous, ils sortent avec voilà, ils peuvent avoir très vite une ordonnance de testostérone ou d'œstrogène. Là, les échecs aussi, que lorsque la transition est bien amorcée au niveau des changements biologiques, c'est plus compliqué. Alors que très vite, si on n'en est qu'au début de la demande de transition et que même la transition sociale n'a pas été effectuée, là, on peut vraiment amener le jeune ou la jeune à se questionner et à avancer, en fait, et à du coup, échapper à ce risque. Lorsque le ou la jeune est sous une emprise sectaire affirmée, là c'est très compliqué aussi, ou quand le jeune ou la jeune a une rigidité mentale comme cette jeune que je vous ai citée tout à l'heure. Les supports et les outils. Alors moi, j'utilise dans ma pratique ce petit document qui a été fait par une association. Alors c'est deux femmes qui ont détransitionné. Enfin, donc il y a les désisteurs et les désisteuses, et les détransitionneurs et les détransitionneuses, et puis qui ont regretté leur transition et qui ont fait, afin d'alerter et de pouvoir accompagner dans le questionnement de ces jeunes, elles ont fait ce document qui est vraiment très intéressant, La détransition de genre, un parcours de réconciliation avec soi-même. Donc avec les jeunes, on le lit ensemble, il y a des témoignages, il est truffé de témoignages, donc on prend les témoignages et puis j'ai souvent des jeunes qui me disent: «Ah oui, non mais c'est tout à fait moi, je me reconnais tout à fait dans ce témoignage-là». Un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est cette petite bande dessinée que j'ai là. Pourquoi tant de filles décident qu'elles préféreraient être des garçons, et qui reprend un petit peu toutes les problématiques que je vous ai nommées tout à l'heure. Que ce soit les psychotraumas, la difficulté à devenir une fille, une femme dans cette société, la pornographie, l'hypersexualisation des filles et des femmes, la difficulté d'assumer son orientation sexuelle, etc. Donc ça, c'est téléchargeable gratuitement sur Internet, hein, il y a le lien, je vous ai mis le lien sur cette diapositive. Et puis, il y a plein de ressources bibliographiques et autres. Il y a notamment l'Observatoire de la petite sirène qui fait un travail exceptionnel sur ces questions-là. Ils ont d'ailleurs organisé au mois de juin 2024 un symposium international qui s'appelait «L'enfant au centre des mutations anthropologiques. L'enfant peut-il encore grandir?» Il y a eu 2 jours, là je vous ai mis que le lien de la première journée. Il y a aussi une deuxième journée. Le livre de Marie-Jo Bonnet et Nicolas Théa, Quand les filles deviennent des garçons. Le livre de Caroline Eliachef et Céline Masson, La fabrique de l'enfant transgenre. Le livre d'Abigail Schrier, Dommage irréversible, comment le phénomène transgenre séduit les adolescentes, qui a vraiment fait un travail absolument remarquable au niveau des jeunes et des jeunes filles, beaucoup, des jeunes filles en demande de transition et des parents. Material Girls, Nouveau féminisme, la théorie du genre à l'épreuve de la réalité, de Kathleen Stock. Né dans la mauvaise société, d'Audrey Hard et Nicolas Cazot. Et puis les films, je vous invite vraiment à voir aussi les films de Sophie Robert, Mauvais genre. Donc il y a trois volets. Il y a le premier volet, une épidémie mondiale, le deuxième volet, un scandale sanitaire, et il y a le troisième volet qui est en préparation. Il y a également plus la transition de genre à l'école, toboggan vers le pire. Tout ça, c'est disponible sur YouTube, hein. Et puis l'autisme et transidentité, où elle interview une psychologue TTC et une jeune femme autiste et une mère d'enfants autistes qui a transitionné. D'autres ressources bibliographiques, donc il y a les podcasts de Rebelles du genre. Donc là, je vous invite vraiment à écouter. C'est vraiment une source d'informations, et notamment si vous deviez en écouter un seul, je vous conseillerais vraiment d'écouter Axel, qui est une jeune femme qui a transitionné, puis qui était détransitionneuses.
c'est l'épisode 62. Mais il y a également l'épisode 33, une psychologue de l'éducation nationale, Romy, qui est interviewée. Et puis l'épisode 63, Clara, qui est également une psychologue voilà, que vous pouvez écouter sur Rebelles du genre. Pour les parents, il existe cette association Hippomonie pour une approche éthique des questions de genre. C'est un collectif de parents, c'est vraiment une ressource pour les parents confrontés à cette problématique. Hippomonie a été créée en 2021. Ils sont voilà, ils sont partisans d'une approche modérée et prudente. Voilà, prudence, prudence, et puis de prendre le temps. Au Québec, il existe l'association RESI, Réseau d'éducation sexe-identité, dont Athéna Davis est co-animatrice. C'est aussi des groupes de parents qui animent des groupes de parole pour les parents. En Suisse, il y a l'association AMQG, Association pour une approche mesurée des questionnements de genre chez les jeunes, qui existe depuis 2021 et qui organise également des groupes de parole pour les parents. Voilà, le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient, non parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. C'est une petite formule de Bossuet citée par Pasteur au début d'un mémoire sur la fermentation. Et puis, j'aimerais terminer ma présentation par une poésie qui s'appelle Petite sœur. Petite sœur, tu es parfaite et tu n'as besoin ni d'être belle, ni d'être féminine pour ça. Tu as le droit d'aimer qui tu veux, comme tu veux, le droit de n'aimer personne aussi, sans que quiconque ne te méprise, ne t'insulte, ne te menace ou ne te fasse de mal pour ça. Tu as le droit d'être égoïste, tu as le droit d'être fragile, tu as le droit de penser à ton confort et à ton corps d'abord, sans que personne ne cherche à te culpabiliser pour ça. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non à qui tu veux, pour la raison que tu veux, de la manière que tu veux, au moment où tu le veux, sans que personne ne te fasse le moindre reproche, ne t'insulte ou ne te cherche à te faire brûler pour ça. Nos corps sont comme notre terre-mère. Nos corps sont des cadeaux. Elles sont planètes uniques, irremplaçables et magnifiques. Et j'aimerais tant qu'ensemble, on apprenne à l'apprécier et à la célébrer pour ça. Petite sœur, tu es parfaite et tu n'as besoin ni d'être belle, ni d'être féminine pour ça. Je vous remercie. C'est une poésie que j'ai offerte à certaines adolescentes qui étaient vraiment en grande difficulté avec leur féminité notamment. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Je me disais que peut-être on pourrait commencer par toute une série de questions de précision. Et ensuite, il y a toute une série de questions plus sur la pratique professionnelle de psychologue. Mais d'abord, des questions sur euh, déjà, quelle est la différence entre les mots transgenre et transsexuel? Il y a une question qui a été posée, c'est quoi la différence entre transgenre et transsexuel? Est-ce que tu pourrais nous éclairer? Alors, la transsexualité, c'était l'ancien terme en fait. En 1980, dans le DSM-3, on parlait de transsexualisme. Et puis, les choses ont un petit peu, enfin, ça concernait principalement les hommes, alors que la transidentité, donc les termes évoluent. Il y a une volonté un petit peu de mettre un flou, de perdre les gens aussi. Les gens disent, oh là là, c'est trop compliqué, toutes ces questions. Et la transidentité concerne en fait, là, il y a notamment les filles, et il y a une explosion des demandes concernant les filles, ce qui est nouveau, assez nouveau, puisque le transsexualisme concernait surtout les hommes. Oui, puis il me semble que c'est pas non plus tout à fait la même chose, puisque transsexualisme, il y avait une définition assez précise, alors que là, transgenre, cette expression qui est utilisée, elle regroupe
plein de gens qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est un terme très très militant et je ne pense pas que ce soit un Exactement. terme médical et ni qu'il y a une définition très précise puisque ça inclut des personnes transsexuelles, des gens qui sont pas conformes aux stéréotypes, des gens qui se sentent de l'autre sexe. Enfin, c'est pas Oui, une c'est un vraie fourre-tout. catégorie en soi. C'est un fourre-tout. Oui, Ouais. oui, c'est un fourre-tout. Ouais, ouais. Alors toujours sur les différences, est-ce que tu pourrais repréciser ce qui distingue, on le répète souvent, hein, le terme LGBT fait comme si un autre fourre-tout, c'était la même chose. Quelle pourrait être la différence entre homosexualité et transidentité? Alors, LGBT, il y a LGB, hein, LGB, lesbienne, gay, bi, qui sont des orientations sexuelles. Donc, qui n'ont rien à voir avec le T qui est la transidentité, LGBTQ, hein, queer qui veut dire bizarre. euh, donc, on fait un fourre-tout là en fait. C'est également, on mélange tout, hein, que ce soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. J'ai bien aimé tout à l'heure, à un moment donné, tu as dit une phrase comme il y a une orientation sexuelle, donc vers l'autre, alors que l'identité de genre, c'est de soi à soi. Et j'ai Exactement. trouvé ça très parlant, cette façon Oui, d'expliquer la différence. voilà. Comment je m'autodétermine aujourd'hui? Suis-je fille, garçon ou autre? Ouais. Alors que Euh, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qu'on choisit pas, voilà, qu'on assume ou pas, qui est plus ou moins facile ou difficile d'assumer, mais ça n'a absolument rien à voir. alors, il y a une question sur est-ce qu'il y a une définition officielle de l'identité de genre? Euh, et peut-être je la mettrai en lien avec, parce qu'on a déjà eu cette discussion avec Françoise, c'est quoi la différence entre l'identité de genre et l'identité sexuelle? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, l'identité de genre, enfin, d'après le DSM-5, c'est euh, l'incongruence, je n'ai pas la définition exacte sous les yeux là, mais c'est l'incongruence de genre par rapport à son sexe, à l'assignation de son sexe à la naissance. Ça, c'est la C'est, dysphorie du coup. oui, c'est aussi ce qu'on appelle la dysphorie. Oui, D'accord. Oui, parce que ce qu'ils appellent identité de genre, il me semble pas qu'il y ait de définition officielle, puisque ça inclut à la fois le fait de correspondre aux stéréotypes de l'autre sexe, enfin, ou d'un sexe ou de l'autre, à la fois un ressenti intime, enfin, ça oui, englobe plein de choses. C'est plein pareil, de choses. l'identité de genre, c'est un terme fourre-tout, et Et chacun, l'identité sexuelle, par contre, c'est être en phase avec voilà, son développement sexuel, avec son oui, sexe. oui, c'est la conscience d'être un homme ou une femme. Exactement. Si j'ai bien compris. D'accord, d'accord. Alors, bah, toujours sur ces définitions, à un moment donné, tu as parlé de rejet de la féminité ou de la masculinité, et c'est vrai que j'imagine que dans ton esprit, c'est euh, est-ce que c'est le rejet des stéréotypes ou est-ce que c'est le rejet du fait d'être un homme ou une femme? Parce que c'est vrai que les mots féminité et masculinité, ça peut à la fois Alors, vouloir dire le fait d'être une femme ou le fait de correspondre aux stéréotypes. ce que j'ai vu dans ma pratique, dans mon expérience clinique, c'est plus le rejet d'être une femme, d'être une fille, et que c'est compliqué pour les jeunes filles de devenir des femmes. Euh, ouais, c'est extrêmement difficile. C'est plus le rejet pour les filles en tout cas, c'est plus le rejet de leur sexe biologique, de voilà, cette fuite par rapport au fait de devenir une femme. Oui, féminité au Ce sens tout rejet. simple de féminité, être une femme, quoi. Oui, C'est... oui, oui. Ouais. Oui, oui, d'accord. Alors, j'ai une question sur, mais je pense que tu as répondu au début aussi sur est-ce que le sexe est vraiment binaire? Parce que ça, c'est quelque chose qui On nous dit bien rabâchent tout le souvent. temps les activistes, hein, c'est que le sexe n'est pas binaire parce qu'il y aurait un spectre. Comment on peut leur répondre assez simplement à cette question? Est-ce que le sexe est binaire? Est-ce que c'est un spectre? Alors, le sexe, il est
observé à la naissance, il est binaire, soit on est un garçon, soit on est une fille. Hein, je vous ai dit qu'il y avait un cas particulier, le seul cas particulier où on assigne un sexe à la naissance, c'est dans le cas des DSD 5-ARD. Voilà, c'est la seule situation où on assigne un sexe à la naissance. Mais comme je le disais dans ma présentation, en fait, c'est des XY qui auront une puberté masculine, qui deviendront des hommes, et il n'y aura pas de conséquences sur la santé ou sur voilà. Mais c'est des hommes qui auront peut-être un micro-pénis, qui seront peut-être élevés comme enfin, selon les stéréotypes féminins jusqu'à la puberté, mais ça restera des hommes quand même. Il y a une série de vidéos d'un biologiste québécois, ça s'appelle Le sexe est réel et binaire. Et c'est un biologiste qui explique très très bien, je trouve vraiment, je vous les conseille, cette série. C'est des petites vidéos qui durent 5-10 minutes à chaque fois et qui expliquent pour le sexe, en fait, à chaque fois, ce qu'oublient les activistes militants, c'est que c'est François Chaplot, voilà, qui a fait ces vidéos, un biologiste. Et Ghislaine va mettre le lien dans le chat. Tout simplement, en fait, ce qu'ils oublient de dire, c'est que s'il y a deux sexes, c'est lié à la reproduction sexuée, sinon il n'y aurait pas de sexe. Et voilà, c'est assez Oui, il intéressant. faut revenir à la réalité et ne pas mentir aux enfants et aux jeunes qu'on peut changer de sexe. On ne peut pas changer de sexe, en fait. On Oui. peut adopter les... Là, du coup, on est dans les stéréotypes. Hein. On peut adopter les stéréotypes ou pas, mais on ne peut pas changer son sexe. Ça, c'est pas possible. Oui. On va être, du coup, dans des mutilations, dans des choses extrêmement graves. Hein. Enfin, le travail de Sophie Robert dans ses films est vraiment nous en apprend beaucoup là-dessus. Mais effectivement, en plus, c'est vrai que soit un individu produit des gamètes mâles, soit l'individu produit des gamètes femelles, ou alors il a une expression, tout son organisme vise à fabriquer des gamètes mâles ou des gamètes femelles, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de gens qui produiraient des gamètes intermédiaires. Ça n'existe pas. Oui, et quand on produit des gamètes femelles, jamais on pourra produire des gamètes mâles. Jamais. On pourra faire toutes les opérations et inversement. On peut faire toutes les opérations possibles et imaginables. On ne pourra jamais produire les gamètes de l'autre sexe ou avoir les gonades de l'autre sexe ou avoir voilà, la vaginoplastie et un néovagin, mais qui ne sera jamais un vagin, par exemple. Il y aura jamais, voilà. Oui, oui, voilà, c'est une autrice qui parle du fait qu'il y a plein d'aspects différents d'intersexe. Oui, certes, mais il n'empêche que il y a quand même que deux sexes. Enfin, ce qu'on appelle intersexe, c'est des variations, mais c'est pas voilà. Alors, il y a après plein de questions. Il y en a une ça porte plus sur l'accompagnement des jeunes. Merci beaucoup hein, de répondre. Alors, c'est une personne qui dit, voilà, je suis dans une association pour protéger les enfants. Euh, Qu'est-ce que je fais quand je vois une petite de 15 ans qui veut transitionner? Quand moi, je sais que sa sœur a été victime de viol et que bah, peut-être potentiellement elle aussi, peut-être elle est amnésique, peut-être en tout cas, qu'est-ce que je peux faire en tant n'étant pas psychologue, mais j'ai cette gamine qui arrive et qui dit je veux transitionner. Peut-être qu'il y aura eu des réponses dans ton L'orient, exposé. ouais, mais peut-être l'orienter vers des professionnels qui soient pas dans transaffirmatif, qui vont pas encore renforcer aller dans le sens du jeune ou de la jeune, mais qui vont l'amener à se questionner, à se poser, voilà, et à élaborer, à comprendre qu'est-ce qui se joue derrière cette demande de transition. Ouais, je pense que le mieux, c'est d'orienter, de peut-être donner de l'information, enfin d'inviter aussi le jeune ou la jeune. Bon, on sait que bon, il y a des contagions sociales, qu'il y a beaucoup de les jeunes se donnent le mot pour aller voir
les professionnels qui iront dans leur sens. Oui, et puis, alors il y a l'orientation, et puis ne pas oublier que, alors ça dépend du métier que fait la personne qui a posé la question, mais quand on accompagne des jeunes, quand on travaille avec des jeunes, on peut aussi faire des animations sur les stéréotypes liés au sexe, sur ce que moi j'appelle la psychoéducation. Enfin, euh, on peut, même sans être psychologue, dire voilà, il existe telle ou telle chose, voilà ce que produisent le fait de subir des violences. Après un accompagnement, on ne va pas se substituer aux professionnels du soin, Oui. mais on peut faire Alors, de la psychoéducation aussi, avec tous les oui, éléments que tu nous as tout à apportés. fait, tout à fait. J'ai été invitée à un forum santé où j'ai animé un atelier avec des cartes. euh, et puis voilà, pour amener, c'était par groupe. Et j'avais apporté aussi les petits, j'en avais fait tout plein là de petites BD. Et je voyais les jeunes qui venaient prendre les BD, ils faisaient il y avait plein, plein, plein de mains comme ça. Et à un moment donné, je lève la tête pour voir. Et je vois un petit groupe, et ils ont lu du début jusqu'à la fin cette petite BD. Après, le petit groupe est venu vers moi et en me demandant, c'est quoi votre position par rapport à la transidentité, par rapport au transgenre? Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas là pour juger, moi, j'accompagne les jeunes. Et en fait, il y avait une des jeunes qui était déjà en transition. Alors, je ne sais pas où elle en était, mais elle était dans un parcours de transition, c'était certain. Mais elle a quand même pu me dire, mais si ma mère avait lu ça, jamais elle m'aurait laissé transitionner, jamais. Et oui, d'où l'importance de donner de l'information et la juste information basée sur la réalité. Oui, ouais, ouais, informer, informer, et puis sachant que de l'autre côté, il y a énormément de désinformation. Il y a aussi des questions sur comment se protéger en tant que professionnel, comment faire. Est-ce que l'ordre professionnel des psychologues en France a été interpellé par les psychologues sur ces soi-disant thérapies de conversion? Est-ce que les psychologues en France vont défendre l'autonomie professionnelle de leurs membres? Enfin, est-ce qu'il y a une organisation collective euh, Au niveau des des psychologues, psychologues? il y a pas un ordre, comme il y a un ordre des médecins, il n'y a pas un ordre des psychologues. Par contre, il y a un code de déontologie. Bon, voilà, qui doit être le fil rouge pour notre travail. En fait, il y a pas vraiment de… Tout est possible, hein. Tous les professionnels, comme je le disais, il y a des psychologues qui mettent, voilà, qui se disent transaffirmatifs positifs, psychologues transaffirmatifs, enfin, affirmatifs positifs. On trouve absolument de tout et rien, enfin, il n'y a pas de… Comme tout est possible, hein, la haute autorité de santé ne donne pas une ligne de conduite claire et donc il y a absolument de tout. Mais de plus en plus, moi j'étais lundi dernier, j'ai formé tous mes collègues psychologues de la région sur cette question-là. Ils étaient vraiment demandeurs et ça a été extrêmement positif. Ils sont en demande hein, de formation. C'est pour ça que j'ai fait un peu sous forme un peu de formation pour que ça puisse servir peut-être à d'autres. Oui, oui, oui. Oui, oui, puis faut pas hésiter aussi à revenir vers nous si vous voulez mettre des choses en place. Peut-être que, enfin, voilà, il y a des outils à partager aussi. On a des outils qui peuvent servir. Alors après, c'est plus des questions statistiques. J'ai des questions sur est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut trouver les chiffres de la sécurité sociale par rapport à cette ALD? Euh, Alors, la particularité en France, c'est qu'il n'y a pas d'études, pas de chiffres. C'est l'omerta la plus totale. Notamment, voilà, comptabiliser les suicides. On dit, si vous n'allez pas dans le sens de votre jeune, il y a un risque suicidaire. Alors qu'on sait que les suicides, c'est souvent post-transition, mais il y a pas, et ces jeunes ne sont pas comptabilisés, on n'en entend pas parler, ça ne fait pas la une des journaux, il n'y a pas d'études.
d'études sur cette question, en fait, en France. Il y a absolument rien. Il y a une nébuleuse, mais je pense que ça sert aussi, l'idéologie, trans transgenre, mais c'est sur le dos quand même de la santé, des enfants et des jeunes. C'est grave. Pour moi, c'est très grave et les médecins, ces gens-là devront un jour répondre de leurs responsabilités, quand, on enlève les seins à une jeune de 14 ans ou qu'on fait qu'on donne des bloqueurs de puberté ou voilà, je vous dis sur France Inter, là, cette semaine, un psychologue, qui disait: «Voilà, il faut donner des bloqueurs de puberté le plus tôt possible quand il y a une dysphorie de genre», ben non, laissons Peut-être de l'hydroxychloroquine aussi. Oui. Non, mais c'est complètement hallucinant parce que c'est basé sur rien. On n'entend pas parler enfin, le rapport CAS, qui est quand même assez important en France, on n'en entend pas parler. Et on a des pseudo, enfin, des personnes qui sont censées soigner, qui lancent des soins au hasard, en fait. oui, avec des conséquences quand même, graves sur la santé, on en fait des malades chroniques quand même, hein, Oui. voilà, qui ont besoin de suivi. D'ailleurs, l'ALD peut être, autant que fois, que nécessaire, l'ALD peut être, reconduite, hein. Oui. Je voulais juste ajouter que pour les mammectomies, eh bien, par exemple, hein, parce que ça fait partie des opérations, elles ne sont pas Mmh. comptabilisées en tant que telles, elles sont additionnées avec les mammectomies pour les cancers du sein. Il y a Ouais, une volonté voilà. de ne pas avoir de statistiques, en fait. Oui, oui. Mmh. Oui, alors ça n'a rien à voir. Ouais. Et autre question sur les statistiques, et ça, j'imagine que c'est pareil, hein, on n'arrive pas à savoir, parce que on sait que les autistes sont surreprésentés, on sait que les enfants homosexuels, enfin que les homosexuels sont surreprésentés, enfin les personnes qui risquent, enfin Mmh. qui ont des chances de devenir homosexuels plus tard, en fait, on les fait transitionner, mais on n'a pas de statistiques là-dessus en France. Est-ce qu'on a quelles données on a par rapport à ça? On en a quand même des données. Il y a Voilà. pour les lesbiennes, on sait que pour les filles qui transitionnent, il y en a 70% qui sont lesbiennes et 20% qui sont bi. Donc il y a 10% qui sont purement hétéros. Donc clairement, c'est Et, vraiment la fabrique à rendre hétérosexuelles des lesbiennes. et ça a été, c'est sur C'est le AMQG qui reportage. avait publié, je crois que c'est Oui. GESPECT qui a dû sortir une étude là-dessus. Je l'ai trouvé sur le site AMQG. Et les Donc, médecins suédois qui ont dit, oh là là, faut arrêter, ça fait partie de ce qu'ils ont remarqué, une surreprésentation des enfants autistes ou des homosexuels ou alors des personnes qui ont d'autres troubles associés. pour les autistes, on est alors j'ai entendu plusieurs chiffres, mais entre 20 et 30% de filles dans le spectre autistique, dans ceux qui transitionnent, ce qui est bien une très large surreprésentation par rapport à ce que représente la population autiste. Oui, 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 il y a eu un appel, une tribune des professionnels de l'autisme par rapport à ça pour dire arrêtez de mutiler les autistes. Mmh. On va bientôt arriver à la fin. J'ai une dernière question. Ah, Alors, je sais pas, je saurais, qu'est-ce que ça veut dire exactement femaliste? Alors, Femaliste? moi, je Ah, peux parce que Ouais. c'est dans oui? Oui, parce que répondre parce que c'était. c'est dans le témoignage de Graziella, qui est le témoignage numéro 10 de Rebelle du Oui, genre. Oui, qui Elle a avait, cette poésie. voilà, elle avait intitulé ça Fémalise parce que elle voulait pas parler de féminisme dans le sens où oui. c'est une démarche politique, mais plutôt de respect de l'intégrité du corps, de nos corps femelles, en fait. Moi, je trouve très inquiétant, ce qui se passe en France. Autant dans d'autres pays, ils sont en train de revenir, en arrière, notamment la clinique Tavistock qui a fermé. Il y a des médecins, enfin, il y a 1000 parents qui portent plainte, pour atteinte, voilà, par rapport à leurs enfants, hein, qui ont été mutilés, voire amputés. Et en France, en fait, bah, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On ne protège pas les enfants et les jeunes, hein. Et je trouve que c'est quand même, c'est extrêmement grave. Oui, oui, non, mais et malgré le fait qu'on a toutes les données, malgré le rapport CAS, malgré tout ça, c'est vrai qu'on a encore du mal à se faire entendre. Et on arrive à la fin, et je voudrais juste vous dire que
Il y a des rassemblements qui vont être organisés dans plein d'endroits à l'appel d'organisations féministes le 1er novembre prochain, parce que en Allemagne, il y a une loi qui doit entrer en vigueur le 1er novembre et cette loi est détruit toute notion de sexe. Donc, il y a des rassemblements prévus contre cette loi qui s'appelle sur l'auto-identification. Des rassemblements vont avoir lieu à l'appel du Front féministe international. Donc, toutes les associations du Front féministe sont appelées à manifester. En France, rassemblement le 1er novembre devant l'ambassade d'Allemagne à Paris à midi. C'est 13-15 avenue Franklin Roosevelt. Et au Québec, à l'appel du réseau féministe québécois devant le consulat allemand de Montréal le 1er novembre à midi. Voilà, donc si vous pouvez être présente, et puis il y a peut-être aussi d'autres manifestations dans d'autres pays, mais voilà, je voulais vous faire part de cette information. Je suis désolée, j'écourte un petit peu, hein, mais c'est vrai qu'on arrive à la fin. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci Corinne d'avoir Merci fait cette beaucoup. présentation que Merci, j'attendais merci. avec impatience. Le prochain webinaire, il aura lieu le 1er dimanche de novembre et on reviendra sur la situation au Québec. On en avait parlé en juillet déjà et là, nos invités nous parleront du rapport qui a été fait par PDF Québec, qui a été remis au comité de sages et vous recevrez une invitation par mail. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, vous pourrez la voir, elle va être diffusée sur YouTube. Vous pourrez la diffuser, vous allez recevoir le lien. Les premières vidéos, elles sont déjà sur YouTube. Il suffit de taper WDI francophone ou alors Nous Femmes. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI, womensdeclaration.com, tout attaché. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. À dans un mois.